Alors, salut la belle gang, je vois plein de monde qui sont là. Pour les nouveaux qui ne me connaissent pas, alors je fais juste un petit topo. Nathalie Girard, masso-kinésithérapeute dans le domaine de la santé depuis maintenant. J'entame ma 31e année. J'ai débuté dans le domaine de la physiothérapie. En 99, j'ai bifurqué en massothérapie par ma grande croyance du déséquilibre musculaire fait sur le muscle, donc tout simplement un muscle trop court, un muscle trop long, un muscle tendu versus les trigger points. Et j'ai voulu amener quelque chose qui faisait que je voulais travailler différemment de ce que c'est que les autres thérapeutes font parce qu'ils font déjà un excellent travail. Fait que tout de suite, là, vous devez penser, puis je veux que vous soyez capable de reconnaître que j'ai une belle grande reconnaissance envers tous les autres thérapeutes du domaine de la santé qui travaillent, donc les physios, les chiros, les ostéos, les acupuncteurs, nommez-les. Tous ceux qui travaillent dans la thérapie manuelle et qui ont les compétences nécessaires pour intervenir auprès d'un client. N'oubliez jamais une chose, notre objectif, je pense, c'est vraiment d'aider les gens à venir avoir une belle qualité de vie. Et pour avoir une belle qualité de vie, ben, vous associez à ça une belle mobilité de vos articulations, des muscles flexibles. Et tout ça va vous amener à avoir un être qui va bouger librement dans son corps. Et la liberté de l'expression du corps va se faire tout simplement. Alors, je veux vous assurer d'une chose. Alors, je répète, nous avons atteint nos 80 personnes pour la vue, comme on me dit. Alors, avant de débuter sur les pathologies qu'on rencontre à la région thoraco-lombo-pelvienne, je veux juste vous assurer que ce vidéo-là demeure enregistré sur le Facebook de l'école. Donc, si ceux qui ont à prendre des notes, c'est comme plus difficile en même temps, je vous invite peut-être à être à l'écoute, à regarder ce que je vais vous échanger et réécouter la vidéo sur Internet et peut-être prendre à ce moment-là vos notes. Comme à l'habitude, à la fin, je vais vous écrire les livres ou les suggestions qui peuvent aider à travailler sur votre système tissulaire. Et je me rends compte aussi que là, les questions... Alors, je vais dérouler aujourd'hui sans trop me laisser déconcentrer un peu par les écritures que je vois. Fait que Manon est là avec moi. Elle a un beau petit papier. Et elle va prendre les questions qui vont s'ajouter, qui va défiler, que je n'aurai pas répondu pour qu'à la fin, je puisse répondre. On m'a recommandé de faire un petit peu plus court. Alors ça, c'est un grand mandat pour moi. Quand je pars, ben, je suis partie. Alors, je vais essayer de faire 1h15, gros max 1h30. Et si jamais je n'ai pas réussi à répondre à vos questions, sachez que ces questions-là vont demeurer enregistrées et je vais donc y répondre les jours suivants par écrit, avec grand plaisir, toujours au meilleur de mes connaissances. Alors, je vous explique un peu, je vous partage ma pratique, mes enseignements que j'ai faits avec des mentors extraordinaires, des livres que j'ai vécus et que j'ai vécu. Moi, je suis tellement intense que je les vis. Je les lis pas, je les vis, mais bon, so what? Alors, à ce moment-là, on va commencer à parler sur les pathologies de la région thoraco-lombo-pelvienne. On m'a demandé de parler donc versus un entorse lombaire. Un entorse lombaire peut être aussi vu la même chose qu'un lumbago. Généralement, les entorses ou les lumbagos vont arriver à la suite d'un faux mouvement. La majorité du faux mouvement, c'est lorsque je me penche vers l'avant et que je veux me relever, et particulièrement si je le fais avec une charge au bout des bras, parce que j'ai allongé au bout de mes bras un grand bras de levier. Malheureusement, la majorité de la population n'ont pas la conscience de se fléchir avec les jambes, garder un dos droit et essayer de garder ce qu'on appelle la lordose naturelle lombaire pour enlever le stress qui peut se faire sur la région lombaire. Alors, à la suite de ça, bien, justement, il y a un faux mouvement et ce faux mouvement-là va avoir amené un stress. Quand je parle d'entorse, je m'adresse généralement au système ligamentaire qui peut être en cause. Donc, il y aurait eu un stress sur
un système ligamentaire qui a été fait. Alors, si je fais rapidement juste un petit peu de biomécanique, lorsque vous êtes en flexion, la semaine passée, j'ai parlé que sur les phénomènes de flexion, j'ai donc des compressions à la région antérieure de la colonne. Par contre, à l'opposé, j'aurai donc des allongements. Ça sera donc sous principe d'étirement. Et je vais donc amener une atteinte à un système ligamentaire lorsque j'ai comme excédé l'extensibilité du ligament. Et je lui ai fait un petit stress qui l'a donc lésé. Bien sûr, ça mène une douleur, une inflammation. Alors souvent, la musculature va donc se contracter pour faire que vous allez éviter de vous blesser davantage. Donc, une entorse ou un lumbago, bien sûr que les symptômes seront de façon générale une douleur vive dans le bas du dos, localisée, peut parfois être perçue sur une forme de barre et tout dépendant donc de la gravité de l'entorse. Moi, j'ai déjà vu, de par ma pratique, des gens être pris, bloqués, ce qu'on appelle en flexion, devoir marcher avec les mains en appui sur les genoux pour pouvoir se déplacer, tellement qu'il y avait de grandes tensions musculaires qui étaient rentrées en action pour protéger tout ça. Bien sûr, à ce moment-là, il avait été suspecté chez ce client-là peut-être une possibilité d'hernie discale. Donc, il avait passé un IRM qui n'avait pas fait la confirmation. Donc, il avait confirmé une entorse et pas d'atteinte discale pour chez ce client-là. Donc, bien sûr que c'était plus dans le temps que j'étais dans le domaine de la physiothérapie. Dans ce temps-là, on faisait de l'antalgique et on crée à relâcher un petit peu la tension musculaire. Donc, dans les entorses ou dans les lumbagos, on parle d'une condition aiguë. Une condition aiguë, bon, tout dépendant, c'est lorsque la phase inflammatoire est beaucoup plus présente. Certains thérapeutes vont décider d'agir immédiatement. Généralement, ces gens-là sont envoyés d'emblée en physiothérapie, lorsqu'ils vont faire des appareils pour aider à diminuer les inflammations. Certains vont choisir le chiro, peut-être d'autres de l'ostéo. Moi, en massothérapie, j'ai une tendance à attendre un 48-72 heures et demander à mon client qu'il fasse une intervention avec de la glace. Donc, une glace 10 minutes, la glace enveloppée dans une débarbouillette mouillée à l'eau froide pour la conductibilité et la glace est directement sur la région de l'articulation. Donc, je fais faire de la glace, les gens vont pouvoir se calmer, sinon ben, ils vont aller en physio, ils vont venir. Puis si absolument ils veulent venir vous voir, j'aurais tendance à faire coucher un client en coucher latéral pour que ça soit plus confortable parce qu'ils ont déjà de la difficulté à se déplacer. Donc, juste de se coucher ventral et d'avoir peut-être à faire du ventral et à revenir sur le dos, c'est extrêmement souffrant pour eux autres. Donc, on l'installe en position coucher latéral. C'est ce qui est super réconfortant et ça les aide. Et c'est facile, puis vous pouvez vous permettre de faire une intervention au niveau de là. Je ferai une intervention pour ceux qui ont les ventouses. Les ventouses en conditions inflammatoires aiguës sont hyper bénéfiques, hyper aidantes. Donc, moi, à ce moment-là, je vais agir plus avec les ventouses dans ma zone thoraco-lombo-pelvienne. Je vais venir désengorger mon tissulaire, tout dans ces zones-là. Et je peux décider, souvent les gens sont donc en flexion, penchés vers l'avant, et on peut décider d'agir, au lieu d'agir localement sur la zone pour ne pas trop propager l'inflammation, je peux décider d'agir sur mes chaînes musculaires qui seront extrêmement tendues. Donc, la chaîne postérieure sera très sollicitée pour venir protéger ça. Alors, on peut donc décider de masser la chaîne postérieure et je masserai la chaîne postérieure en commençant par les fascias. Donc l'arche plantaire au niveau des fascias. Je passe l'arche plantaire, je monte le triceps sural, les ischios. Lentement, doucement, je vais travailler vraiment à relâcher mon client. Je ne le brasserai pas vraiment beaucoup en fonction de l'aider le plus possible et qui va venir à ce moment-là l'accompagner.
s'il fait d'autres intervenants du domaine de la santé qui vont pouvoir l'aider. Alors ça, c'est ce qu'il y en est en gros pour les entorses lombaires, les lumbagos. Honnêtement, à moins que ce soit un client régulier que vous avez et qui vous connaît bien, personnellement, je trouve que c'est pas autant la clientèle qu'on a, à moins que vous travaillez aussi avec des sportifs, là. Moi, je considère qu'on a beaucoup de clientèle, surtout sur des gens en chronicité. Et pour moi, la massothérapie avec les cas chroniques sont vraiment des résultats super intéressants. Alors, si je descends un peu au niveau des autres pathologies que vous pouvez rencontrer, alors on avait la semaine passée, on a parlé d'un DIM, DIM pour dérangement intervertébral mineur, qui est d'emblée fait lors aussi de mauvais mouvements, à laquelle il y a eu peut-être, excusez, un mouvement qui a moins bien suivi au niveau vertébral et où est-ce que ça l'a comme accroché, ce qu'on appelle un dérangement intervertébral mineur, c'est ce qu'on appelle les subluxations vertébrales, donc les gens qui agissent sur une thérapie structurelle vont agir là-dessus manipulatoire, donc les physios et les chiros. Et donc à ça, mais il y a aussi, si vous faites juste faire un visuel, toute la musculature qui vient s'attacher. Et si j'ai un spasme musculaire ou une tension plus importante d'un côté que de l'autre, j'ai quand même la possibilité de faire un stress sur la vertèbre. Alors moi, je vais donc faire quoi? Je vais travailler tout le pourtour de mon système musculaire pour venir relâcher au maximum et donner la chance à la structure vertébrale, peut-être en étant relâchée, de tout simplement de s'aligner dans sa posture physiologique normale. Ça, c'est le DIM. Et on avait aussi la semaine passée ce qu'on appelait les articulations facétaires, donc les facettes articulaires qui sont sur chaque vertèbre a leur facette articulaire. On l'avait la semaine passée sur la région cervicale. On les a thoraciques et on les a lombaires. La seule différence, c'est l'orientation des facettes qui sera différente à chaque articulation parce que c'est ces petites facettes-là qui donnent les mouvements qu'on retrouve plus spécifiques avec de plus grandes ampleurs à chaque articulation. Donc, j'ai la facette supérieure avec la facette inférieure et ceci constitue ce qu'on appelle le processus articulaire au niveau vertébral. Et c'est la facette, donc la facette inférieure de la vertèbre en haut se marie avec la facette supérieure de la vertèbre d'en bas. Et je vous ai parlé la semaine passée que c'était une vraie articulation parce qu'elle a une capsule, donc un liquide synovial, un système ligamentaire qui tient ça. Et ces facettes-là sont donc à la région postérieure. Un DIM rentre dans la catégorie une atteinte facétaire peut rentrer dans la catégorie d'un DIM qui va donc faire, si vous avez des vertèbres inclinées ou parties en flexion ou en extension ou en antérieur ou en postérieur, ben, ça vient faire un déséquilibre à l'articulation facétaire et ça sera donc douloureux. Les facettes articulaires, donc, qui s'irritent facilement et le mouvement qui sera néfaste pour les facettes, c'est des mouvements qui seront donc en extension parce qu'ils amènent une compression des structures et entretiennent une irritation. Alors, si vous avez un client qui se présente chez vous avec le diagnostic d'un syndrome facétaire, bien, votre objectif en tant que thérapeute tissulaire sera de désengorger le pourtour et d'aider à décomprimer ces structures-là. En enlevant des tensions, je vais donc regagner de l'espace. Ça marche? Donc, l'objectif, c'est que mes facettes aient leur articulation avec leur espace normal. Et ça, à ce moment-là. Fait que les atteintes facétaires peuvent être d'ordre. Un DIM, d'ordre arthrosé, parce qu'il y a beaucoup d'arthroses qui se font à ce niveau-là, ou d'atteinte inflammatoire. Pensez à quelqu'un qui fait un mouvement prononcé vers l'arrière sur un traumatisme, comme glisser, manquer, tomber, ben, je viendrai irriter
les facettes à ce moment-là. Donc, moi, mon objectif, c'est toujours de gagner et de donner de l'espace. Si je m'en vais à la suite de ça, j'ai les hernies discales. Les hernies discales, j'en ai parlé aussi la semaine passée. Alors, une hernie discale, c'est de voir qu'il y a le noyau qui va donc sortir à l'extérieur. Habituellement, le noyau est contenu au centre du disque et c'est gélatineux. C'est tenu à l'intérieur, au centre, par des anneaux fibreux alentour. Malheureusement, des traumatismes ou des mouvements répétés ou de charges faits en flexion et combinés à un système de rotation, ça leur augmente énormément le stress sur les anneaux fibreux et peut amener des micro-déchirures à l'intérieur. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que le noyau qui est au centre du disque va voir qu'il y a des petites fuites, puis il n'est pas plus niaiseux que l'autre, il va dire, ben dis donc, il y a un petit trou ici, je vais aller faire donc un tour. C'est ce qui fait que le liquide, le gélatineux, va donc fuir à travers ces petits trous-là et vouloir venir faire un tour à l'extérieur. Quand on parle d'une hernie vraie, c'est que ce noyau-là a donc sorti à l'extérieur, tandis que vous pouvez avoir des gens qui auront un diagnostic d'une protrusion discale. Une protrusion discale, c'est donc les anneaux qui ont été déchirés et le noyau s'est donc déplacé souvent vers l'arrière parce que la majorité des mouvements à grand bras de levier vers l'avant à la région lombaire, c'est la flexion. Va donc faire chasser le noyau vers l'arrière, mais il va rester contenu à l'intérieur. Donc, il y aura un bombement du disque, une protrusion qui pourra venir faire la compression sur le nerf sciatique, tandis que l'autre, elle a sorti. Si j'essaie de... C'est lui, c'est ce côté-là. Donc, si j'essaie de vous montrer, un bombement ferait peut-être juste ceci. Donc, plus faire que le disque sort un petit peu plus, tandis que le noyau, il sort complètement comme ça. Alors, vous voyez à l'arrière de mon disque, j'ai ce qu'on appelle la racine nerveuse. Et à ce moment-là, une compression d'une racine nerveuse va amener chez un client à avoir un symptôme, souvent sur une forme d'engourdissement. Peut-être qu'un client peut vous dire ça comme fourmillement ou picotement, qui sont donc quelque chose qui ressemble, ou parfois même un courant électrique, et tout dépendant lorsque la compression de la racine est très aiguë, plusieurs clients vont dire que cet engourdissement-là est souvent accompagné d'une sensation de brûlure. La particularité, c'est un trajet très, très précis que le client va vous montrer. Et généralement, la compression de la racine, c'est souvent les atteintes discales sont vraiment souvent L5, S1, parce que c'est là que la charge est vraiment prise au niveau du bas du dos, L4, L5. Vous pouvez en avoir un petit peu plus haut, c'est pas impossible, c'est moins fréquent. Donc, si j'ai une compression d'une racine nerveuse de L4, votre client va vous montrer que ça part du bas du dos, ça s'engourdit, ça passe en avant du genou, ça rentre en médial au niveau de la jambe, puis ça se rend même jusqu'au gros orteil. Tandis que le L5 sera la zone plus comme entre le gros orteil et le cinquième. Et le S1 sera le côté plus latéral qui va descendre jusqu'au petit orteil avec la sensation d'engourdissement. Alors moi, mon travail en tant que thérapeute tissulaire, je veux libérer les tensions, encore là, dans ma zone où est l'hernie, parce que je veux aider à amener un espace au niveau des structures. Et à ce moment-là, la personne est souvent en suivi avec un programme d'exercice très spécifique en physiothérapie. Alors vous, votre travail de relâcher les tensions permettra
un assouplissement, si on veut, de l'intensité de la douleur et accompagner votre client à avoir une meilleure participation dans son programme d'exercice. En phase très, très aiguë sur les hernies, les gens vont avoir de la grande médication pour le côté neurologique. Les positions prolongées sont extrêmement difficiles. Donc, dans une hernie, dans une entorse aiguë, dans un lumbago, les positions prolongées sont vraiment difficiles. Alors, c'est pourquoi qu'on va suggérer à la personne de bouger régulièrement, même de faire un peu couché, un peu à marcher et un peu son exercice, à faire ça plusieurs fois dans sa journée qui va vraiment l'aider. Vous savez, les hernies discales, moi quand j'ai commencé il y a 30 ans, il y avait énormément d'opérations pour les hernies discales. Aujourd'hui, les hernies discales sont vraiment très peu opérées. Et s'ils sont opérés, c'est parce qu'ils sont des cas super importants. Donc, à ce moment-là, ben, il y aura la chirurgie, les protocoles suivis avec le physiothérapeute. Et vous pouvez encore là laisser le temps nécessaire dans le protocole de récupération. Et quand c'est possible, vous agissez, vous allez intervenir auprès de ces gens-là qui vont l'aider en donnant à assouplir. Alors, je suis dans les hernies ou les protrusions discales. C'est ce qui ressemble et c'est ce qui va amener donc la compression sur la racine nerveuse qu'on appelle donc un sciatique. Oui, on peut, oui, effectivement, aider à diminuer. Les positions prolongées vont vraiment être vraiment difficiles chez ces personnes-là. Tantôt, j'ai parlé de travailler en décubitus latéral. Alors, variez les positions chez vos clients, installer les soutiens lombaires, et j'aime bien les soutiens lombaires. Oui, il y a des chiro qui vont agir aussi. Oui, tous les thérapeutes là, confondus pour moi sont très bénéfiques. Tout le monde a sa place, je le réitère. Là. Donc, les coussins qui vont aider à être placés au bas du dos, c'est à la hauteur du nombril. Pourquoi? Parce que le L3 est le sommet de la lordose au niveau lombaire. Et si je veux aider à ce que ça soit moins accentué, il faut vraiment que je le mette là. Moi, je considère que je vois plusieurs personnes qui vont placer un soutien lombaire comme dans une zone un peu trop basse au niveau du bassin, ce qu'on appelle à la hauteur des épines iliaques, antérieures, supérieures, qui peut peut-être même accentuer à ce moment-là la bascule. C'est sûr que si votre client est en hernie, le fait que vous fermez l'arrière va plutôt aider à ramener un noyau vers le centre. Donc, le principe en hernie, je ne ferai pas de l'ouverture comme j'en ai fait tantôt avec les atteintes facétaires. Je vais plutôt faire l'inverse. Je vais comme me limiter et je vais favoriser de l'extension à la flexion parce que je sais que ma flexion peut accentuer les symptômes. Tandis que dans mon cas facétaire ou dans les cas arthrosés, je vais travailler en ouverture pour venir dégager ces structures-là. Fait que si vous gardez ça à l'idée, avec le principe d'hernie et les principes facétaires ou arthrosés, où est-ce que je dégage, j'espace, ben ça vous donne déjà là une connotation sur vous, vos approches, comment vous pouvez vous installer pour le faire, et certaines recommandations à votre client qui va pouvoir comprendre afin d'éviter qu'il y ait de l'augmentation de douleur inutile peut-être à la maison, juste parce que s'il est en facétaire, ben, il fait des mouvements vers l'arrière qui vont augmenter davantage ses douleurs. Alors ça va pour ça. Si je reste dans le concept des deux vertèbres avec mon disque, alors j'ai parlé aussi la semaine passée qu'il existe du disque arthrose. Le disque arthrose est une dégénérescence du disque, un assèchement au niveau du noyau et qui amène donc le disque à diminuer de hauteur. Et souvent, on retrouve de l'arthrose vertébrale ou facétaire avec une présence d'ostéophyte, donc un petit bec osseux, tout dépendant où est-ce qu'il peut être placé à sa partie au pourtour du foramen intervertébral. Ça peut être ce petit bec osseux-là qui fait la compression
sur la racine nerveuse, puis encore là, si j'ai une racine nerveuse de comprimé, j'aurai un symptôme qui va s'en aller dans le membre inférieur accompagné d'engourdissement. Je vais donc vouloir donner de l'espace et ouvrir tout ça. Alors ça, c'est dans l'arthrose. J'ai aussi ce qu'on appelle les spondylolisthésis. En français, un spondylolisthésis, c'est le glissement du corps de la vertèbre, donc juste du corps de la vertèbre, et les facettes qui vont donc se déplacer, qui vont glisser vers l'avant. Il y a des grades là-dedans. Tout ça est donc confirmé par radiographie. Et qu'est-ce qu'on voit? Je ne sais pas si vous pouvez voir. Si j'étais déconcentrée, excusez-moi. J'ai fait des petites bords de crayon juste ici. Donc, il y a comme, certains peuvent dire une malformation osseuse, mais le spondylolisthésis va aussi être rencontré chez les grands sportifs qui vont faire du sport avec des impacts et surtout avec des impacts plus en extension et qui va amener comme à la manière, si on veut, d'un trait de fracture à fragiliser un peu le lisse qu'on voit de chaque côté. C'est ce qui fait que les facettes inférieures vont donc rester prises sur les facettes du sacrum et par le fait même, le corps vertébral et les facettes supérieures vont donc se déplacer ou glisser légèrement vers l'avant. Comme je vous dis, si vous tapez ça, vous allez voir qu'il y a des grades qui seront là. Personnellement, alors, c'est vraiment la qualité d'une rééducation avec un programme d'exercice qui doivent être fait chez cette personne-là qui va l'aider, l'outiller vraiment. Et nous, en massothérapie, ben moi, mon objectif, je travaille toujours en fonction de relâcher mon système musculaire, donner de l'espace là-dedans. Je veux que ça bouge bien, là, c'est sûr, je veux que ça bouge bien. Là, je suis en train de vous parler spécifique, on va rentrer avec du global un petit peu plus tantôt. Donc, ça, c'est pour le spondylolisthésis. Généralement, il est beaucoup plus fréquent à la 5e vertèbre lombaire, plus rare sur les étages plus hauts. Il y a aussi ce qu'on appelle, et j'aime bien en parler vraiment, c'est ce qu'on appelle une atteinte à la charnière dorso-lombaire ou thoraco-lombaire. Alors, la charnière dorso-lombaire se situe entre T11, T12, L1, L2. Alors, j'ai essayé de reconstituer ma colonne à laquelle j'ai fait de grands traumatismes quand j'enseigne. Le petit point rouge, c'est donc ma T12. Alors, on peut prendre T11, donc T11, T12, L1, L2, mais généralement, c'est T12, L1. Alors, on sait que la majorité des mouvements qui est fait à la région lombaire sont des mouvements de flexion par la liberté des facettes, tandis qu'à la région thoracique, avec la position des facettes, on retrouve beaucoup plus des systèmes de rotation. Alors, c'est pourquoi qu'à la charnière, c'est la dernière d'une étage avec le début d'une nouvelle. C'est pourquoi qu'à la charnière dorso-lombaire, ce sont souvent des mouvements qui sont combinés donc en flexion-rotation. Et personnellement, je vous l'ai dit, promenez-vous par regarder le monde, la majorité des gens, ça travaille de cette façon-là. Elle est un peu sournoise, la charnière dorso-lombaire. Pourquoi? Parce qu'il est rare que les clients vont vous dire qu'ils ont une douleur à cette hauteur-là. La douleur de la charnière dorso-lombaire, parce que c'est une atteinte d'une branche nerveuse. Alors, les branches nerveuses, on a parlé la semaine passée, qui faisaient des douleurs référées. Et la référence de la charnière dorso-lombaire peut se faire dans la zone de la région sacro-iliaque, donc les petites bosses osseuses que tout le monde disent « moi j'ai mal ici, j'ai mal ici ». Donc, la zone de la charnière dorso-lombaire
la région du grand trochanter pour l'aine, pour la hanche, et aussi la région au niveau du pubis, dans l'aine. Donc ça, c'est 3 zones que la charnière dorso-lombaire a donc le pouvoir d'envoyer une douleur référée. Ils ne sont pas nécessairement tous là en même temps. Moi, j'ai eu des gens à qui avaient seulement une douleur à l'aine. Alors, j'avais une question d'une dame pour une douleur à l'aine qui semblait être assez récurrente. Je ne sais pas si vous avez été travailler dans la charnière dorso-lombaire. C'est vraiment intéressant. Les résultats sont rapides. On sait qu'avec les douleurs référées, les résultats sont rapides. Donc, je fais quoi? Bien, aussi simple que je travaille. Je suis fatigante avec ça, mais c'est ça. C'est mon travail, c'est de travailler le tissulaire. Alors, je viens désengorger la musculature qui vient s'attacher au pourtour de ma charnière dorso-lombaire. Et généralement, du côté de la douleur, soit à l'aine, à la sacro-iliaque ou à la hanche, il y aura une tension beaucoup plus importante de ce côté-là. Et quand vous allez arriver dans cette zone-là, votre client va dire « Ah, c'est donc bien drôle, effectivement, c'est sensible. J'aurais pas pensé que j'avais mal là. » Et donc, il y a de grandes tensions musculaires qui amènent un peu comme de l'hypomobilité dans cette zone-là. Et en dégageant les tensions dans la charnière dorso-lombaire, vous allez aider énormément sur les douleurs de l'aine, de la hanche et de la région sacro-iliaque. Alors, bien sûr, je parle des spinaux, du groupe des érecteurs du rachis. Je parle du dentelé postérieur et inférieur. N'oubliez pas, s'il vous plaît, tout le dôme au niveau du diaphragme et bien sûr notre charmant psoas qui monte donc jusque dans cette zone-là. Si je fais le tour au complet pour venir relâcher cette musculature-là qui agit là-dessus. Écoutez, c'est aussi simple que moi, mettons, ma famille sont au lac, ils vont me décrire qu'est-ce qu'ils vivent comme symptômes, puis je vais lui demander un peu qu'est-ce qu'ils ont eu. Je vais lui dire, écoute, fais une chaleur dans cette zone-là. Fais-toi un automassage avec une balle ou avec un bâton, quelque chose comme ça. Et après, tu vas étirer tel muscle. Alors, je peux suggérer de faire étirer un psoas, un carré des lombes. Ben oui, notre carré des lombes qui agit énormément là-dessus. Les spinaux, tout dépendant. Puis, ben, je vais faire comme je suis en train de faire là. Je vais faire un vidéo Messenger avec pour leur montrer. Et je vais même leur faire parvenir des photos. Et je vous le dis, c'est fou. La douleur se récupère vraiment, vraiment facilement. Puis je vous le dis, là, je touche même pas à l'aine pour enlever les tensions. Vous savez, ceux qui me connaissent, moi, je suis quelqu'un qui aime faire du SRA. Alors, j'espère que j'ai une femme à côté avec moi qui m'a appris à être sceptique sur tout dans la vie. Je l'étais à l'origine, je le suis encore. Je suis sceptique comme sur l'enseignement que je fais en tant que thérapeute, en tant qu'être humain. Ben, je mets en pratique ce que je fais. Fait que, avec les années, je prenais un muscle, puis je me disais, ah, tiens, toi, je vais t'étudier un petit peu plus approfondi, je vais voir mon massage, mes interventions auprès, puis je vais voir les résultats que ça va me donner. Et je vous le dis, là, la charnière dorso-lombaire, c'est wow, c'est vraiment wow. Alors, qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Vous savez, j'ai oublié d'en parler, je vais revenir un petit peu là-dessus, parce que pour moi, c'est quand même important. Alors, en tant que professionnel, on fait quand même faire un questionnaire santé pour aller connaître les indications, les contre-indications qu'on aura auprès de notre client et qu'on doit respecter. Par contre, moi, j'aime aussi connaître leur antécédent parce que si j'ai eu une fracture au niveau de la cheville, si j'ai eu un ligament croisé qui a été blessé, peu importe, là, si j'ai eu une intervention chirurgicale. Alors, tout ça, moi, ça m'amène à penser que les tensions au niveau des chaînes, au niveau des muscles s'installent progressivement dans l'inconscient du client. Le corps est hyper intelligent. C'est un champion de la compensation et c'est pour ça qu'on aura des tensions qui vont s'installer. Alors, il faut donc aller travailler, aller chercher le pourquoi que ces tensions-là vont s'installer. Alors, moi,
quand les gens viennent me voir, j'aime aussi connaître les intervenants de santé qui l'aident ou qui l'auront aidé à aller mieux dans leur vie et de leur demander à quel endroit on aura donc fait les traitements que le physio, que le chiro, que tout autre thérapeute aura pu faire. Et me rendre compte que finalement, certaines personnes auront été travaillées souvent dans le bas du dos ou dans l'aine, mais qu'il n'y aura pas eu d'approche faite à la région plus haute, écoutez, à la charnière dorso-lombaire. Et à ce moment-là, ben, j'ai toujours dit, je suis vraiment pas meilleure qu'un autre. Absolument pas. Par contre, mon objectif, c'est d'être différente d'un autre. Alors, je veux être stimulée par le fait qu'il y a eu amélioration, mais que le client présente encore des symptômes qui l'incommodent, ben mon objectif, ce sera donc de l'améliorer davantage. Alors, c'est pourquoi que je vais aller voir, moi, avec toutes les choses qu'ils auront eues. Puis, si les gens ont fait une intervention à un endroit précis, ben moi, je vais penser d'aller voir ailleurs. Je travaille vraiment beaucoup avec les douleurs référées. Alors, la semaine passée, je vous ai parlé, il y a les possibilités, surtout au niveau de thoracique, lombaire et pelvienne, les douleurs viscérales qui sont faites dans ces zones-là. Et quand on n'a pas d'approche, chez nous, on a demandé, on est en collaboration avec un ostéopathe, Angèle Beaulieu, qui vient faire une introduction aux viscères. Pourquoi? Parce que je ne veux pas faire la job des autres thérapeutes qui sont spécialisés au niveau des viscères, mais qui nous permet de venir agir sur le fascia, sur le tissulaire des organes internes qui peuvent me faire des douleurs référées. Et je vais le combiner avec mon approche qui va pouvoir l'aider. Puis écoutez, si ça semble être l'organe interne plus problématique, je vais référer au meilleur thérapeute qui pourra l'aider davantage que moi parce que mon objectif, c'est d'agir au meilleur de mon client. Si je sais que je l'ai aidé, bien, je vais venir compléter. Alors, moi, je travaille beaucoup, beaucoup avec les branches nerveuses qui font les douleurs référées. Donc, la charnière dorso-lombaire, sa branche nerveuse fait une douleur référée là. Bien, je vais travailler à vouloir décongestionner cette branche nerveuse-là, qui peut être due à de la tension musculaire, qui peut être due à un DIM. Et je vais travailler surtout avec qui? Les trigger points qui font des douleurs référées au niveau de ces zones-là. Et ben c'est ça. Je suis un thérapeute au niveau du muscle, au niveau du fascia. Ben, c'est pourquoi que je vais travailler d'emblée avec ça. Donc, ça, c'est une petite bride. Fait outillez-vous avec l'aide de votre client pour juste vous éclairer, pour voir pourquoi j'ai plus de tension dans une chaîne postérieure, dans une chaîne antérieure, dans des chaînes de rotation en rotation médiale, dans des chaînes latérales. Écoutez, il y a des chaînes. À la fin, je vais vous en parler. Là, dans mon confinement, je suis en train de décortiquer, manger Anatomy Train, que j'adore, et qui est très, très, très instructif pour un thérapeute tissulaire. C'est vraiment magnifique. Donc, je continue. Je vous ai donc parlé, je vous ai parlé beaucoup de l'ensemble des pathologies qu'on peut rencontrer, nous, dans le domaine du marso-kiné de l'ortho. Maintenant, ce que je veux vous amener aussi à voir, c'est à poser votre œil sur les chaînes qui peuvent être tendues et sur les douleurs référées qui peuvent être faites en fonction des trigger points qui seront actifs. Je vais me prendre comme exemple. Je vais avoir bientôt 52 ans. Je suis une personne qui travaille en position debout. Donc, grosso modo, dans une position neutre ou intermédiaire, où est-ce que j'ai pas trop de raccourcissement global de mes fibres musculaires. Oui, j'ai des tensions parce que je suis quelqu'un qui travaille plus en chaîne antérieure par rapport à la massothérapie, mais je ne suis pas continuellement en position assise qui raccourcit énormément des psoas, qui raccourcit à la hauteur du bassin aussi.
au niveau du doigt fémoral, du tenseur du fascia lata, des abducteurs qu'on a tendance à négliger. Et donc, si je regarde ça, en vieillissant, je peux vous assurer que j'ai perdu de la flexibilité musculaire, même de par ma position où est-ce que je travaille debout. Alors, imaginez les gens qui sont continuellement dans leur même chaîne de position. Alors, quand vous faites des observations de posture, moi, je trouve ça magnifique parce que quand vous faites l'observation de la posture puis que vous demandez soit au client son travail ou son activité, son sport ou son plein air, ben c'est comme si que le corps a l'attitude posturale du mouvement qui va répéter beaucoup plus souvent. Alors, tout ça pour vous dire qu'il faut que vous ayez un œil, donc, ouvert à ça. Tout ça parce que je vous amène maintenant avec, j'ai lâché le thoraco-lombaire et je vous amène donc avec le bassin. Alors, le bassin est constitué bien sûr d'un sacrum au centre, maintenu en place par deux os coxaux. L'union de l'os coxal qu'on appelle souvent l'iliaque avec le mariage du sacrum s'appelle l'articulation sacro-iliaque. Si je m'en viens, je tourne donc ce sont tous les attaches de la musculature au niveau des fessiers qu'on retrouve sur le bassin. Je m'en viens en avant et j'ai donc deux branches ici qu'on appelle le pubis avec un petit union au centre, un fibrocartilage qu'on appelle donc la symphyse pubienne. Et bien sûr, grosso modo, on a la fin de tout ça qu'on appelle le coccyx. Il faut que vous voyez donc cette structure-là, c'est comme, bien sûr, si je fais le tour, c'est un anneau. Alors, je peux avoir de la musculature qui va s'attacher sur mes branches du pubis et qui va créer un stress quand même à l'arrière, sur ma sacro-iliaque. Ça va? Alors, en région cervicale, je vous ai rappelé que le cervical, c'est important de descendre jusqu'à du T4, voir comment est-ce que les côtes bougeaient, voir comment est-ce que la ceinture scapulaire bouge, donc l'omoplate, la clavicule, même voir l'épaule. Donc, grosso modo, alors si j'amène à la région du bassin, alors pouvez-vous dire que les vertèbres lombaires, qui est donc mon petit bout, ici, l'union de mes vertèbres lombaires, en rouge, vous voyez donc une hernie discale, qui va faire l'articulation lombo-sacrée, donc doit bien bouger, le lombaire doit bien bouger, les sacro-iliaques doivent bien bouger, mais qu'est-ce qui doit aussi bien bouger? C'est mon articulation de la hanche. Donc, la tête humérale qui entre au niveau de l'acétabulum et lorsque je vais faire des mouvements au niveau de la hanche, je vais avoir une action sur l'os coxal. Donc, quand vous faites une flexion de la hanche, la crête iliaque fait quoi? Rendu à une certaine hauteur du genou, il va avoir une rotation vers l'arrière de la sacro-iliaque. Et quand je fais une extension à l'inverse, j'aurai un mouvement qui va donc se faire vers l'avant. C'est ce qu'il faut que j'ai donc, c'est des micro-mouvements qui se passent au niveau de la sacro-iliaque, mais qui sont infiniment petits, mais infiniment importants. Alors, les atteintes à la sacro-iliaque, les symptômes que les gens vont voir, c'est généralement une douleur très localisée dans la zone de la sacro-iliaque qui va être donc atteinte. Et la particularité, les gens vont avoir mal lorsqu'on va faire des mouvements comme de s'asseoir à passer à debout ou de debout à assis parce que j'engendre des mouvements au niveau de la sacro-iliaque. Lorsque vous marchez avec les mouvements qui sont engendrés et bien sûr, lorsque vous faites une mise en charge, il y a donc une stabilisation de la musculature qui doit se faire pour aider, mais comme il y a un phénomène de douleur perçu là,
mais les gens peuvent donc avoir mal lorsque je fais une mise en charge, c'est-à-dire quand je marche, j'ai juste mon poids en appui sur cette jambe-là. Je peux donc avoir des douleurs dans la zone de la sacro-iliaque. La sacro-iliaque peut parfois aussi envoyer des douleurs souvent au niveau de la fesse, perçu, un point précis au niveau de la fesse qui peut être perçu. Il peut y avoir compression au niveau du nerf sciatique entre le L5 et S1. Votre nerf sciatique sort par la grande échancrure. Donc, le nerf sciatique, c'est l'union de tronc qui passe et qui sort dans le centre de la fesse. Je vais avoir une référence, mon nerf sciatique. Si je veux avoir une référence, je prends l'épine iliaque et la tuberosité sciatique, qui est généralement en plein centre, au niveau à peu près de la hauteur mi-sacrum. Il y a énormément de musculature qui s'attache sur le bassin. Donc, si je commence, si je pars en antérieur, vous avez un sartorius, un droit fémoral, un TFL, le moyen fessier embarque par-dessus grand fessier. En dessous du moyen, j'ai un petit fessier et après le petit fessier, en dessous du grand fessier, j'ai donc le muscle qu'on appelle le piriforme. Alors, le piriforme, par sa tension qu'il présente, un muscle tendu va donc gonfler. Étant plus gros, en général, le nerf sciatique passe en dessous du piriforme et de par sa tension, le piriforme va donc comprimer le tronc du nerf sciatique. Et la particularité de la compression du sciatique par le piriforme, qu'on peut appeler aussi un syndrome du piriforme, va donner un engourdissement dans la cuisse, généralement latéral. Et la particularité, cet engourdissement-là va arrêter au niveau, donc un peu en haut, au niveau légèrement en dessous du genou, donc en latéral. Fait que si vous avez un symptôme chez votre client qui présente ça, bien, je vous suggère fortement de venir travailler à relâcher le piriforme et par le fait même, en relâchant les tensions, je vais relâcher la compression et l'engourdissement va donc diminuer au niveau de la jambe. À l'inverse, si cet engourdissement-là sur le trajet précis s'amène jusqu'au pied en bas, bien là, à ce moment-là, je vais venir travailler le L4, L5, S1, je vais venir désengorger les tensions dans la région de la sortie du nerf sciatique. Ça va? Donc, ça, c'est ce qu'on rencontre vraiment beaucoup. Maintenant, ce qu'on voit, c'est, on m'a demandé de parler versus les femmes enceintes. Les femmes enceintes, avec la relaxine, amènent une laxité ligamentaire qui est nécessaire au mouvement du bassin pour avoir la position du fœtus et éventuellement le travail qui va s'ouvrir avec le passage qui doit être fait pour la sortie naturelle de l'enfant. Donc, il est normal que les femmes enceintes aient souvent beaucoup de symptômes dans la zone des sacro-iliaques du lombaire, particulièrement avec l'ajout de la grossesse, l'ajout du poids du fœtus vers l'avant, va donc accentuer ce qu'on appelle une bascule antérieure ou une antéversion du bassin chez les femmes enceintes. Et donc, à ce moment-là, faire ce qu'on appelle des compressions facétaires ou des rétrécissements, le fait que je suis un petit peu plus en extension, je diminue la hauteur du foramen intervertébral et pourrait donner la douleur du sciatique. Donc, vous allez travailler, bien sûr, à relâcher la musculature du bassin, du piriforme, qui est comme un frein au mouvement vers l'avant du sacrum. Donc, vous allez relâcher ça, mais vous allez devoir accompagner tout un travail de stimulation musculaire sur tous les stabilisateurs. Tantôt, je vais vous parler rapidement là, des muscles stabilisateurs. Donc,
Je vous ai fait un topo rapide des muscles. Alors, il faut savoir que si vous avez un client qui part en antérieur, vous avez beau vouloir renforcer la musculature postérieure, mais tirer sur quelque chose, essayer de ramener quelque chose dans sa posture naturelle, mais qu'il y a une traction, qu'il y a une traction faite vers le bas, c'est vraiment difficile. Si on veut améliorer ça et que ce soit beaucoup plus facile, je fais quoi? Je relâche mon système musculaire antérieur qui peut tirer davantage. Alors, juste pour vous donner une idée, on a 9 muscles, bien 9, on va jusqu'à 11, mais les majoritaires qui tractionnent, qui favorisent une antéversion du bassin. Alors, bien sûr, on parle, et souvent les gens, vous l'oubliez. Alors, on parle des spinaux, du carré des lombes. Après le carré des lombes, vous avez le droit fémoral qui s'attache ici, en avant. Le doigt fémoral, excusez, le tenseur du fascia lata, le sartorius. Donc, il va avoir la possibilité de tirer ici. Je continue avec un iliaque et un psoas qui va tirer aussi vers l'avant. Par contre, on a tendance à oublier un grand muscle ici qu'on appelle le grand dorsal. Et les grands dorsaux, en bilatéral, vont avoir la possibilité de tractionner en avant votre bassin. Alors, si vous avez des personnes qui s'entraînent vraiment fort et qui s'entraînent avec des poids, qui ont des grands dorsaux développés et qui présentent des symptômes dans la région du bas du dos, portez votre œil, s'il vous plaît, sur les grands dorsaux, sont vraiment à ne pas négliger. Et bien sûr, de par leur position, les fibres antérieures du moyen fessier et du petit fessier peuvent aussi participer à une antéversion du bassin. Tandis qu'à l'arrière, pour faire une rétroversion, j'ai qui? Alors bien sûr, j'ai tout le groupe des abdominaux, donc droit de l'abdomen, les obliques externes internes, le transverse, le plancher pelvien qui va venir aider à stabiliser par rapport aux tubérosités sciatiques. Vous avez aussi à l'arrière grand fessier ischio-jambier. Ischio, j'ai donc les semi-tendineux membraneux et le long chef qui s'attache en haut du biceps fémoral qui va donc amener. Et j'ai oublié de vous dire dans les antéverseurs, et justement, c'est mon muscle de dernières années à laquelle je trouve qu'on met de côté, qu'on n'y pense pas. Les adducteurs, donc à l'exception du grand. Le grand s'attachant à la partie postérieure de la tuberosité sciatique va travailler à faire plus une rétroversion du bassin. Par contre, le pectiné, le court, le long adducteur et le gracile, de par leur attache, va amener aussi un bassin en antéversion. Donc, il est certain que si je pars en antérieur, je vais vouloir donner de la flexibilité à ces muscles-là qui peuvent me créer une certaine résistance qui fait qu'il est difficile de ramener un bassin en position neutre. Et j'aurais tendance à vouloir renforcer la musculature postérieure pour pouvoir m'aider. Donc, si vous avez une problématique en antéversion, puis que vous avez une rétraction des ischio-jambiers, bien, honnêtement, votre rétraction des ischios ici va vraiment vous aider à garder une stabilité pour que le bassin parte encore moins en antéversion. Donc, je vais les garder. Je vais garder cette rétraction, cette tension dans mes ischios et je vais m'ajouter du renforcement musculaire. Alors, je vous rappelle, pour le renforcement musculaire, des gens qui sont outillés, c'est-à-dire, excusez-moi, je vais prendre une petite gorgée. Parce que, alors, les physios,
les kinésiologues et bien sûr ceux que je vous ai parlé la semaine passée, ce qu'on appelle le spinal mouvement avec leur principe d'entraînement spinal qu'on a le plaisir d'accueillir à Québec chez nous. Sincèrement, là, pour tout thérapeute, masso, kiné, ortho, moi je considère qu'il y a un déficit sur la connaissance de l'enseignement ou des suggestions d'exercices qui pourraient être faites pour aider à assouplir la musculature. Bien, ceux qui demeurent à Montréal, mon Dieu, vous êtes chez eux, profitez-en, inscrivez-vous à leurs cours. Il y a des cours qui sont extrêmement aidants pour vous, qui vont vous aider. Alors, chose importante, ne jamais négliger la musculature au niveau de la cuisse qui va s'attacher sur le bassin. Alors, moi qui est une personne qui tire en antérieur et qui souffre d'un syndrome facétaire au L5-S1, parce que mon sacrum, au lieu d'être dans sa position, c'est drôle à voir, au lieu d'être dans sa position comme naturelle, c'est ma configuration, ça, je suis née comme ça, mon sacrum est positionné un petit peu plus basculé vers l'avant. On appelle ça une nutation. Et vous allez retrouver quoi, ça, chez vos clients? Les clients couchés ventral, vous allez avoir tendance, quand vous faites vos effleurages et que vous arrivez dans le bas du dos et vous breakez comme contre, c'est comme comprimé, puis il faut que vous faites un mouvement pour passer par-dessus, ou même des fois, vous pouvez voir que la partie en bas du sacrum peut être un petit peu plus haute. Bien, ça l'amène ça. Fait que moi, je vais faire quoi? Je vais tout ouvrir. Je vais tenter de venir porter vers l'arrière mon sacrum, mes iliaques. Je ne mettrai pas ma main en jonction sur du L5-S1 parce que je vais augmenter la compression sur mes facettes. Je vais vraiment me positionner sur mes iliaques en postérieur ou sur mon sacrum pour tenter d'ouvrir ça. Donc, sachant que je suis comme ça, si je veux me libérer et m'aider dans ma position, dans mes tensions, ben je vais demander un travail de relâchement musculaire sur musculature antérieure. Alors, je parle les abducteurs, le quadriceps, particulièrement droit fémoral, le tenseur du fascia lata. Je vais donc travailler à les relâcher et bien sûr mon iliaque et mon psoas, qui va donc m'aider à faire un break de stress, si on veut, sur mon bas de dos. Et c'est ce qui m'arrive, moi, là, je suis toujours dans l'analyse de la posture et je réalise vraiment que je pars vers l'avant. Alors, je me suis... j'ai décidé d'aller avec la philosophie de pensée de Spinal, mon principe aussi. Alors, je fais quoi? Et je l'entraîne vraiment comme ça. C'est vraiment un ordre à laquelle je fais parce que je le fais dans l'ordre de la chaîne musculaire. Donc, je marche le matin ma demi-heure et quand j'arrive, je vais faire donc du renforcement au niveau du solaire et mes 3 muscles profonds, c'est-à-dire tibial poste, fléchisseur du gros orteil, fléchisseur propre des orteils. Je monte, je fais du renforcement des ischios, je renforce le grand fessier. Je vais me mettre à 4 pattes, je vais faire la table, je vais faire mes spinaux. Je vais tout faire mes stabilisateurs du bassin que je vais vous parler tantôt et je termine même avec les extenseurs au niveau de la chaîne postérieure, au niveau du bras, donc le triceps et les extenseurs au niveau du poignet. Je fais donc du renforcement de ma chaîne postérieure, mais j'accompagne à ça un relâchement tout de ma chaîne antérieure. Donc, j'étire abducteur, droit fémoral, et psoas, qui sont mes principaux tendus ou rétractés. Je donne de la mobilité dans mon diaphragme. Je m'étire les grands pectoraux, les petits pectoraux. Et je vais terminer avec des étirements, bien sûr, du scum et du scalène antérieur pour relâcher ma chaîne antérieure et favoriser la stimulation de mon renforcement que je fais sur ma chaîne postérieure. Et honnêtement, j'ai beaucoup moins de symptômes, donc je vis mieux dans mon corps.
depuis que je fais ce nouveau programme d'exercice-là. Et ça, c'est pour moi, là. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est typique à chaque client. C'est pourquoi que vous devez porter votre œil. Quand vous faites une observation de posture, vous allez chercher votre client, regardez comment il marche, vous regardez comment il se déplace, comment est-ce qu'il s'assoit, s'il descend des escaliers. Vous êtes toujours à avoir un œil qui est porté. Vous pouvez même faire une observation de sa posture rapide. Et puis, comme vous travaillez avec le muscle, vous pouvez voir si le muscle a sa pleine flexibilité. Ce qui fait qu'à ce moment-là, s'il manque de flexibilité, bien, notre objectif, ça sera de lui en donner. Alors là, je suis en train d'avoir fait pas mal le tour des pataux qu'on rencontre dans le thoraco-lombo-pelvien. Si je parle un petit peu plus au niveau thoracique, les douleurs ou symptômes ou inconfort de la région thoracique sont souvent en relation avec les côtes. Les gens qui auront une problématique avec une côte, ben, lorsque la personne va inspirer profondément ou expirer profondément, il y a donc la possibilité d'avoir un point précis à la jonction costo-vertébrale qui va faire que la douleur va donc être plus précise. Alors, ben, je vais travailler tout à venir relâcher ces tensions-là. N'oubliez pas que la côte part d'en arrière, mais s'en vient jusqu'en avant. Alors, il n'est pas rare que les gens peuvent avoir un point qui puisse transférer, percer d'avant jusqu'à l'arrière ou vice-versa. Et si vous suivez le trajet de la côte, bien souvent le client va vous dire que c'est sensible. Alors, vous allez travailler, désengorger toutes ces zones-là. Vous allez sentir de toute façon la congestion du tissu. Hein? Quand vous mettez la main sur un tissu dense n'a pas la même sensation qu'un tissu qui sera flexible et mobile. Alors, cette densité-là, je vais tout simplement vouloir l'enlever et vouloir faire que ça va s'oxygéner très bien à ce niveau-là. Alors, ça, c'est pas mal ça. Est-ce qu'il y a des questions? Non, il n'y a pas de questions. Mon Dieu. OK. Ben, il y a une personne qui dit qu'elle a une tension là, dans le bas du dos à droite depuis janvier, là, que la physio n'arrive pas à avoir des bons résultats. OK. Ben là, Sylvie, donc. OK. Ben il reste à savoir, Madame Sylvie, si on vous a travaillé un petit peu plus haut. Personnellement, moi, ma problématique à la charnière de la sacro-iliaque droite est souvent en référence avec ma charnière dorso-lombaire. En tant que massothérapeute, on ne travaille pas droite en avant de la structure, on est légèrement, donc bassin, on est légèrement incliné et on a un léger système de rotation qui est fait, ce qui fait que nous, en tant que massothérapeute, on surcharge assez facilement la charnière dorso-lombaire. Alors, amusez-vous, allez relâcher toute la musculature au pourtour de votre charnière dorso-lombaire et ça devrait vous aider vraiment beaucoup. Manon, tu irais-tu me chercher le bâton? Comprends. Alors, oui, le bâton mousse. Si je regarde des outils que je suggère à mes personnes pour aider à relâcher la tension musculaire, des fois, si les gens n'ont pas de sous, nous, en tout cas, moi, j'aime bien le foam. C'est donc quand j'ai fait de l'antigymnastique, c'est tout simplement un foam de plomberie, bien sûr plein, pas ouvert. Donc, il y a un rond. Oui, au coccyx, ok, je reviens. Donc, là-dessus, et je rentre ce qu'on appelle un petit goujon, la grosseur du petit doigt, et qui fait une certaine, donc un petit smoothie, et qui est moins raide un peu que juste, il y en a qui vont prendre peut-être des bois. Et j'ai aussi, tu veux me donner ce qui est dans les marches, s'il vous plaît. Et effectivement, je n'ai pas parlé des stabilisateurs. Oui. 1,25 sur Dollarama pour un rouleau à pâte, pour masser quadriceps, adducteur, TFL, ou un instrument qui est super aussi, chez 12$ chez Costco. Là, écoutez, il peut en avoir partout. Il y a les foam rollers qui sont super. Il y a beaucoup de personnes qui aiment travailler avec ça. Malheureusement, moi, c'est plus difficile de travailler avec un foam roller parce que je dois souvent être en appui pour travailler la partie inférieure. C'est plus difficile. Alors, les balles de yoga qui fait l'excellent job, les petites ou les grosses balles. Donc,
tout est possible. Je vous suggère vraiment de faire de la chaleur. Donc, un 15 minutes de chaleur, un bain chaud, quelque chose comme ça, l'automassage, et après ça, vous suivez avec un étirement musculaire fait dans le muscle qui semble être le plus contraignant pour vous. Et lentement et doucement, moi, je ne travaille jamais dans la douleur. Je veux que mon client sente qu'il y a une certaine résistance dans le muscle. Et je lui demande de respirer lentement et doucement là-dedans. Et souvent, ben, ça finit par, on fait des gains. N'oubliez pas, hein, un muscle tendu ou un muscle raccourci est un muscle qui est faible. Vous enlevez des tensions, vous regagnez la flexibilité et souvent, vous regagnez, un, de la mobilité, c'est sûr, articulaire, mais deux, de la force musculaire. Oui, pour les coccyx, déplacer, bon, il peut y avoir les déplacements de coccyx dans l'accouchement naturel qui peut se faire. Sinon, qu'est-ce qu'on voit, c'est les chutes directes sur le coccyx. Moi, j'en ai eu l'expérience. Et le fait que je chute direct sur le coccyx va amener souvent à l'intérieur, amener vers l'avant le coccyx. Et je vais vous parler des miennes. Généralement, le coccyx, la douleur va être perçue. Lorsque vous êtes en position assise, bien sûr, vous n'avez comme pas vraiment de position. C'est vraiment très inconfortable. Mais lorsque vous vous levez puis vous commencez à marcher, les premiers pas des douleurs au niveau du coccyx, c'est extrêmement difficile. Alors, moi, la manière que j'ai d'aller travailler avec dans ma zone au niveau du coccyx sont quoi? Sont le grand fessier, le grand fessier par son attache sacrum, coccyx et ligaments sacro-tubéreux. Il y a vraiment des tensions qui sont importantes dans ces zones-là. Mais je veux aussi que vous allez voir les trigger points référés qui sont super importants au niveau du bassin. Donc, les spinaux font des douleurs dans la zone souvent du coccyx, carré des lombes, plus au niveau du coccyx. Sinon, au niveau des douleurs référées au niveau du bassin, le droit de l'abdomen qu'on oublie. Après ça, bien sûr, grand fessier, moyen fessier, petit fessier font des douleurs référées dans la zone du bassin, ainsi que le piriforme. Et attention, plusieurs ne pensent pas d'aller voir le soléaire. Alors, le soléaire, une tension du soléaire avec un trigger point actif du soléaire fait une douleur référée vraiment dans la zone typique, vraiment du sacrum. Bon, bien sûr, si vous avez une cliente qui marche avec les talons aiguilles qu'on a, c'est ainsi comme ça. Moi, je suis vraiment impressionnée à laquelle tu vois un pied qui est instable. Alors, tout ça augmente déjà une antéversion du bassin, raccourcit de façon incroyable le soléaire. Ben, si vous avez un symptôme qui est récurrent, un inconfort qui est récurrent dans la zone du sacrum, et que la cliente ne peut absolument pas ou a énormément de difficulté à marcher avec un espadrille ou un soulier plat, ben vous allez faire le saut. Allez voir par plaisir le soléaire et souvent, ça peut aider. Ça marche. Et bien sûr, pour toutes les problématiques au niveau sacro-iliaque et du pubis et au niveau du coccyx, on parle du plancher pelvien, donc du périnée. Là, il est possible d'avoir des exercices, et pour ceux qui n'en connaissent pas, je vous l'ai mis la semaine passée, puis là, je sais que je vous le montre, c'est plate, là, parce qu'il paraît en envers. C'est tout simplement Émilie Fecteau qui a écrit un livre, c'est elle qui vient enseigner Spinal chez nous. Ça s'appelle « 75 exercices thérapeutiques pour la future et la nouvelle maman ». Il y a les exercices prénatales et postnatales qui sont faits, mais il y a beaucoup d'exercices relâchement ou renforcement du plancher pelvien parce qu'il peut aussi être trop tendu et tous les problèmes sacro-iliaques. Fait que, honnêtement, quand je veux référer des exercices sur la sacro-iliaque, c'est vraiment plus avec ce livre-là que je vais me référer parce qu'il y a vraiment beaucoup d'exercices, OK? Et
on parle du bassin, du grand détroit, du petit détroit. Fait que le petit bassin va être en dessous, limité par le plancher pelvien, nos organes et les descentes. Alors, le fœtus qui va venir s'appuyer va faire aussi des douleurs. Par contre, je ne suis pas obligée d'être enceinte, mais les gens qui auront un surplus de poids et avec un ventre et qui descendra plus, bien sûr qu'il va y avoir une surcharge au niveau du petit bassin. Alors, c'est pourquoi qu'il faut aller voir la zone au niveau du plancher pelvien. Alors, il y a aussi de l'automassage qu'on peut faire en venant travailler à l'interne des tuberosités sciatiques. Il y a des contractions, il y a des exercices en position d'équilibre qui sont enseignés dans ce livre-là que je vous mettrai à nouveau sur la page Facebook que vous pouvez travailler. Alors, si je fais pas ça parce que je ne l'ai pas fait. Je vais oublier de vous parler des stabilisateurs qui sont extrêmement importants à la région lombo-sacrée. Alors, on a 4, donc on parle plancher pelvien qui stabilise en bas avec les tuberosités sciatiques, le transverse qui est tout au pourtour, qui va venir stabiliser à la partie supérieure du bassin, accompagné des obliques, donc internes et externes. Alors, c'est ceux-là qu'on va stimuler, et particulièrement le transverse qui est le muscle profond. On ne renforce plus, comme on faisait avant, du renforcement du droit de l'abdomen. Il faut vraiment aller voir le transverse et le plancher pelvien. Donc ça, c'est vraiment qui travaille en paire, qui travaille en équipe. C'est vraiment super important. À ça s'ajoute le moyen fessier. Le moyen fessier stabilise le bassin dans le sens transversal. Donc, à chaque fois que vous marchez, que vous êtes en appui sur une jambe, votre moyen fessier stabilise votre bassin. Alors, il y a des gens qui peuvent avoir comme des inclinaisons qui annoncent une faiblesse du moyen fessier parce qu'il n'est pas capable de stabiliser. Ou j'ai l'autre côté qui va compenser dans le sens que si mon moyen fessier est trop ferme, au lieu que le bassin va descendre, il peut être tiré légèrement vers le haut. Alors, le carré des lombes décide de prendre en compensation la faiblesse d'un moyen fessier, ce qui fait que je peux essayer de relâcher un moyen fessier versus... non, oui, j'étais déconcentrée. Donc, il faut que je renforce mon moyen fessier pour aider à relâcher mon carré des lombes afin que mon bassin soit mieux placé. Élisabeth, je ne l'ai pas étudié beaucoup, Bernadette de Gasquet. Par contre, ce que je me suis fait dire, c'est que c'est un excellent livre et c'est une excellente référence pour ces conditions-là. Alors, je te dis oui, mais ce n'est pas quelque chose que j'ai encore expérimenté, la lecture de son livre. Après ça, donc, moyen fessier, qui est le stabilisateur. J'ai aussi, je m'en viens à l'arrière, qui est ici. La bouche. Oui, je vais avoir grand fessier qui va travailler en fonction de stabiliser, qui va stabiliser mon bassin dans le sens antérieur-postérieur. C'est lui qui va m'aider à retenir pour pas que mon bassin passe vers l'avant. Donc, grand fessier. Alors, vous venez de savoir que grand fessier et moyen fessier sont extrêmement importants. Honnêtement, sont terriblement tendus, en tout cas moi chez les clients que je rencontre, et allez voir les douleurs référées du grand fessier et du moyen fessier, et vous allez comprendre maintenant toutes les douleurs dans ces zones-là. À ça, ça vient s'ajouter mon piriforme, qui lui est le stabilisateur de la hanche. Donc, il faut absolument aussi que mon piriforme fait vraiment bien son action. Alors, malheureusement, comme la majorité des Nord-Américains, on est vraiment en position assise. Nous sommes en position allongée, qui allonge, qui étire un piriforme, qui étire un grand fessier. Des muscles allongés deviennent des muscles faibles qui font moins bien le travail. Donc, puis ils sont tendus par leur allongement. Et j'aime bien aussi, je ne sais pas si vous connaissez Christophe Cario, je vous invite vraiment à aller voir son site. Puis Christophe Cario, il dit que ces muscles-là
ils perdent leur habitude de faire leur travail qu'ils font. Il dit qu'ils deviennent amnésiques. Ils oublient la contraction qui doivent être faites. Donc, si je veux rééduquer une personne et aider à diminuer les tensions, je dois donc travailler avec un patient qui soit vraiment équilibré. Et chose qui est vraiment géniale, la nouvelle façon d'entraîner les abdominaux, c'est vraiment magnifique. J'ai fait moi en mai dernier avec Émilie Fecteau, qui est, comme je vous dis, qui est spécialisée sur ça. C'est un 3 heures ou un 4 heures sur les abdos. Il y a vraiment une nouvelle philosophie de pensée sur les abdominaux. Et on travaille à stimuler plancher pelvien transverse, mais transverse et oblique. Et de moins en moins, ils sont faits en position couchée dorsale. À moins que qu'il n'y ait aucune stimulation du plancher pelvien ou du transverse. Là. Sinon, de plus en plus, les exercices sont faits à 4 pattes pour venir les stimuler ou en dynamique. Fait qu'on les voit beaucoup. Fait que ceux qu'on fait, les redressements assis où on soulève ou des grands renforcements des abdominaux avec les bras de levier au niveau des membres inférieurs qui tractionnent, malheureusement, les gens ne sont pas stables et ça crée, ça fait une petite tension importante dans le lombaire et c'est vraiment difficile. Et c'est pourquoi que les gens qui finissent de faire du renforcement des abdominaux ont tant mal dans le bas du dos. Puis, sachant que la tension des spinaux empêche de bien travailler au niveau des abdos, encore là, c'est problématique. Alors, je vous laisse là parce que je pense qu'il est pas mal, on est pas mal, ça fait 1h20. Alors, écoutez, si vous avez d'autres questions, gênez-vous pas, vous placez ça à la suite du vidéo qui va rester sur Internet. Je vais me faire un plaisir de vous répondre au meilleur de mes connaissances. Et je veux juste vous dire en même temps, n'oubliez pas que, allez voir vraiment les trigger points. Les trigger points des douleurs référées à la région thoraco-lombaire. Il y a quand même 5 muscles dentelés postérieurs inférieurs, vos spinaux, le droit de l'abdomen, psoas et iliaques qui font des douleurs référées dans le dos. Le bassin, j'ai 8 muscles à laquelle j'ai énuméré tantôt. Et dans l'aine, j'ai quand même 9 muscles qui vont faire des douleurs référées au niveau de l'aine. Amusez-vous à aller voir les douleurs référées. Comme je vous ai dit, moi, je travaille beaucoup avec les douleurs qui sont de Jeannette Travel et David Simons, qui sont surtout ceux qui ont fait ça. Je vous ai montré entraînement spinal avec Émilie Fecteau. L'été passé, j'ai lu ce qu'on appelle les chaînes GDS, qui est donc une nouvelle, pas une nouvelle, mais une manière différente de voir les chaînes de GDS, qui sont aussi très intéressantes. Je suis en train de faire cette lecture-là, là, vous voyez, j'ai plein de petites choses, c'est vraiment magnifique. Anatomy Train, qui est en français. Malheureusement, je ne suis pas une personne qui lit en anglais, écoutez, vous ne pouvez pas tant pratiquer parce que surtout les gens qui sont toutes seules, investissez-vous sur la connaissance de vos muscles, sur l'action de vos muscles et qui sont les muscles qui font partie de vos chaînes musculaires. Et quand vous allez arriver pour travailler avec vos clients, ça va être plus facile, vous allez avoir une compréhension, une facilité à travailler le tissulaire. Je parle bien du tissulaire, je parle des fascias, je parle des muscles, puis par le fait même, ben écoutez, ça va de pair avec le articulaire, puis tout ça. Ben merci, je suis vraiment contente, j'apprécie votre présence, vous êtes des assidus, vous êtes fidèles, j'adore ça. Puis ben là, il faut que j'arrête. Fait que je vous embrasse. Bon confinement tout le monde. Faites attention à... Oui. Faites attention, en fin de semaine, c'est Pâques, aimez-vous de loin, s'il vous plaît. Vous savez, ils ont dit qu'on va avoir le confinement encore pour longtemps et on travaille avec la proximité des clients, nous. Fait que j'ai hâte de retrouver mon monde, j'ai hâte de retrouver mes étudiants, j'ai hâte de retrouver mes clients. On veut s'aider, on veut revenir au travail le plus longtemps possible. C'est vraiment génial. Et pour l'aide financière, ben notre petit 2000 est rentré aujourd'hui pour moi. Fait que ça aide à faire Pâques. Soyez patients, croyez en ce que vous faites. On est utile dans ce qu'on sait qu'on est, dans ce que c'est qu'on fait. Puis, ben je vous aime. Puis, au plaisir mercredi prochain. Donc, on parle du 15 avril, 3h30, les pathologies à l'épaule, alors tendinite, bursite, capsulite, les luxations, les acromioclaviculaires, ainsi de suite.
Puis après ça, vous allez m'envoyer vos questions si vous voulez. J'aimerais vraiment répondre davantage. En tout cas, ça a l'air que vous n'avez pas, mais je m'amuserai éventuellement si ça reste plus longtemps. Je vous aime! Bye! À la prochaine! Merci beaucoup de votre fidélité. Bye bye! Tu parles encore, tout le monde. Oui.